Écoutez, je pense que pour établir une culture et démarrer une histoire qui est une belle histoire, il faut quand même déjà un terreau tout à fait sensible. Alors le terreau sensible, il existait et on va engager les Bayonnais à retrouver leur histoire. 1289, on retrouve un écrit dans les archives de la bibliothèque municipale où il est fait état déjà de la tradition qui consistait pour les bouchers de la région à lâcher les bœufs et les vaches dans les rues pour les amener aux abattoirs. Et la population se régalait à galoper autour. On va dire que c'était un encierro, tout bêtement, mais il y en avait presque 2 fois par semaine, n'importe quand d'ailleurs, et on est au XIIIe siècle quand même. Et puis, un jour, il y a un taureau qui rentre dans la cathédrale pendant la grande messe. Bon, enfin, on a vite compris qu'il fallait fermer tout ça. Ça a évolué. Il y a eu beaucoup d'arènes dans Bayonne où on lâchait des taureaux, où on faisait des hispano-landaises, des courses landaises. Donc, il y avait un terreau. Les gens aimaient. Il y avait besoin d'un, j'aime pas ce terme, mais d'un people, on va dire. Et puis, un vrai. Pas les people qui peuvent apparaître aujourd'hui et durer 15 jours. Non, non, en vrai, une grande taille. Et puis en plus, elle était à cheval sur les Pyrénées, ce personnage. Ce personnage, c'est Eugénie de Montijo, bien sûr, laquelle va passionner son époux, Napoléon III, et elle est tombée amoureuse de la côte basque française. Il y en a des restes, l'hôtel du Palais à Biarritz, entre autres. Et puis, elle a perpétué ce qui faisait une tradition en Espagne, c'est-à-dire chaque fois qu'il y avait un événement important, eh bien, au lieu de tirer un feu d'artifice, on faisait une corrida, une course de taureaux. Et donc, trouvant à Bayonne ce terreau fertile, sensible, eh bien, il y avait déjà eu 2 ou 3 mises à mort dans des arènes qui étaient alors à Saint-Esprit, donc sur la rive droite de l'Adour. Eh bien, elle va montrer qu'il y a vraiment une sensibilité tout à fait semblable en France, du moins dans le sud ici, et en Espagne, et elle va favoriser l'arrivée de la corrida de taureaux. Il faut savoir que déjà à ce moment-là, depuis déjà pas mal d'années, il y a beaucoup de demandes des villes du sud pour avoir l'autorisation de faire des courses à l'espagnol. À l'époque, il y avait pas mal de courses hispano-landaise où il n'y avait pas de mise à mort, il y avait aussi pas mal d'interdictions, enfin bref. Et historiquement, notamment Claude Pelletier se pose la question et dit mais on ne sait pas, on n'a pas la preuve, mais on suppose que quand Bayonne a demandé à organiser cette première course, étant donné que l'impératrice venant d'Espagne ayant une culture tauromachique très forte, on suppose qu'elle a dû influencer l'empereur pour que cette première course ait lieu à Bayonne en 1853. C'est une supposition, mais tout concourt pour que ce soit le cas. Bayonne, à l'époque, il y avait 1 000 habitants. Il y a une époque faste dans l'orbe romaine, à l'intérieur des remparts. On casse tout, on fait des avenues, des rues. Les ponts étaient encore en bois, on démolit tout ça. Les ponts passent en des ponts de pierre. Il y a une évolution terrible parce qu'il y a une richesse commerciale dans Bayonne. Et qui dit richesse, qui dit commerce, dit aussi l'envie de s'amuser. Dès 1853, on a été chercher, pas n'importe qui, on a été chercher le plus grand, presque l'inventeur, Cuchares. Cuchares à Bayonne, qui n'était plus très jeune, je crois qu'il avait déjà 35 ou 36 ans en 53. Il vient et c'est lui le chef de Lydia de cette première corrida. Alors évidemment, pour le peuple de l'époque, avoir l'empereur et l'impératrice dans les arènes, on peut dire que c'était un plus. Et d'autant plus que l'impératrice avait une très très grande connaissance de la tauromachie. Elle était allée souvent aux corridas en Espagne. Elle connaissait très bien les ganaderías, les toreros, etc. Elle était capable de présider une corrida, ce qu'elle a fait, non pas en 1853 parce qu'elle n'y était pas, mais en 1854, où elle était avec l'empereur. Et là, il se passe d'ailleurs quelque chose d'assez caractéristique parce que au moment du Paseo, l'empereur, qui est quand même lui, à la présidence, je dirais, le président d'office, met le mouchoir blanc pour déclencher le Paseo. Mais à partir de ce moment-là,
c'est Eugénie de Montijo qui a pris le mouchoir blanc. Et c'est elle qui a dirigé la course parce qu'elle connaissait très bien. Oui, évidemment, son influence sur le public, c'est très nombreux d'ailleurs à l'époque, parce que c'était un événement pour les gens, non seulement les gens de la région, puisqu'on sait qu'il y a eu du public qui est venu de Paris. On parlait beaucoup de ce qui se passait à Bayonne à l'époque, et évidemment, les gens qui avaient de l'argent se sont déplacés. Il y a des grandes sommités françaises qui viennent pour rendre compte. Théophile Gautier qui nous fait une reseña extraordinaire, c'est phénoménal. On apprend qu'il y avait des trains nommés trains de plaisir qui venaient de Bordeaux, de Pau, de Toulouse, d'un peu partout pour voir la course de taureaux à Bayonne. Pour une course de taureaux qui avait lieu le dimanche, dès le vendredi, toute la côte basque était inondée de gens importants, de gens bien qui venaient parader sur les plages d'Anglet de Biarritz, mais surtout qui se donnaient rendez-vous aux arènes. Je crois que sans l'impératrice Eugénie de Montijo, peut-être la corrida n'aurait pas été pérennisée en France. Elle nous a porté un aura royal, un aura international, européen bien avant l'heure, et ça c'est chapeau, c'est phénoménal, on a un héritage royal dans notre tauromachie aquitaine. Bonjour, nous sommes ici à Sam dans le centre équestre des Trois-Vallées chez monsieur Gilles Ponce, notre invité. Gilles Ponce, cavalier professionnel et éleveur. Gilles, pouvez-vous nous expliquer un petit peu votre parcours et votre travail ici à Sam dans ce centre équestre ? Alors effectivement, cavalier de haut niveau, mais avant tout, avant d'être cavalier de haut niveau, j'ai été aussi éleveur. Et ce qui m'a permis d'arriver sur le haut niveau avec mes chevaux. Mais la vraie histoire, c'est quand même l'élevage ici dans le domaine familial. Élevage, d'accord, mais quelle race de chevaux et combien de chevaux avez-vous ici et depuis combien de temps faites-vous cet élevage ? Alors ici, c'est surtout un élevage essentiellement d'anglo-arabes qui existe dans la famille depuis plus de 350 ans. Donc il y a quelques générations déjà. Et donc tout est tourné au niveau de cette race anglo-arabe qui a été créée du temps de Napoléon, mais qui est ici le berceau de race de l'anglo-arabe. Donc aujourd'hui, vous faites de nombreux concours. J'imagine que vous allez à l'extérieur. Quelle est votre cadence de concours et est-ce que vous allez loin ? Alors effectivement, je vais assez loin, mais j'ai deux circuits. Le circuit national qui se passe donc en France, sur les quatre coins de la France, aussi bien à Bretagne, côté Alsace, sud-est ou sud-ouest, et puis aussi un circuit international qui va, je parcours l'Europe, toute l'Europe. Voilà, Italie, Suède, Angleterre, un petit peu tous ces pays-là qui sont des pays riches en équitation. Quelle est vraiment votre spécialité sur les terrains de concours ? Alors donc en parlant de spécialité, la spécialité effectivement c'est le concours complet. Donc c'est une discipline où il y a du cross. Et puis moi je pars, quand on part en épreuve internationale c'est pratiquement une semaine. Il faut partir une semaine, le temps d'arriver, laisser reposer les chevaux. Et la compétition elle-même elle dure 3-4 jours. Et puis ensuite on rentre, donc ça fait partir toujours une semaine. Aujourd'hui, vous avez l'élevage ici. Et est-ce que vous sortez encore avec des chevaux de votre élevage ? Oui, tout à fait. J'ai effectivement des propriétaires qui me confient des chevaux, mais j'ai aussi mes propres chevaux, puisque moi je continue l'élevage, qui est important pour moi, que j'ai repris plus que jamais. Et donc, en plus, cet élevage correspond à ma discipline, puisque les anglo-arabes sont des chevaux importants dans cette discipline, et je monte des chevaux de l'élevage aussi. Oui. Comment se passe une journée pour Gilles Ponce ? Alors une journée c'est très chargé. D'abord, le matin j'arrive, je fais un petit tour de l'écurie, première des choses, voir un petit peu si tout s'est bien passé pendant la nuit. Bon, bien sûr j'ai des gens qui sont là pour m'aider aussi et qui arrivent avant moi,
pour nourrir les chevaux, mais bon, je passe quand même les voir. Et ensuite, c'est en moyenne 7-8 heures d'équitation par jour, plus aussi s'occuper un petit peu de l'élevage. Enfin bon, ça occupe, c'est des journées très chargées, c'est non-stop, 8 heures du mat, 20 heures quasiment. Vous avez des poulets en ce moment dans votre élevage? Oui, puisque j'ai un petit peu augmenté l'élevage, comme je vous disais. Et donc en ce moment, j'ai 7 poulinières. Et donc en 2007, il y a eu 5 naissances. Et donc 2008, on en attend hélas que 3 parce que bon, l'élevage est difficile et ça ne marche pas à tous les coups. Donc c'est pas une science exacte et c'est assez délicat. Maintenant, nous allons changer de lieu. Nous allons aller près de la carrière pour voir un petit peu l'activité enseignement, l'activité centre équestre de Gilles Ponce. Donc nous sommes ici près de la carrière, nous pouvons voir des obstacles, ici des chevaux tout le long là, de l'écurie. Ces chevaux donc, sont des chevaux pour l'enseignement de l'équitation. Vous proposez également cette démarche-là ici. Effectivement, il y a aussi un centre équestre donc, qui a été créé en 1986. Et puis depuis un an, je suis associé, j'ai une monitrice qui s'occupe de la partie centre équestre, donc avec instruction, donc on apprend à monter de 7 à 77 ans. Donc les jeunes qui viennent ici monter, jeunes ou moins jeunes, peuvent présenter des examens, peuvent faire des concours? Oui, bien sûr, donc il y a une partie instruction où on propose 12 chevaux qui sont mis à disposition pour faire passer tous les niveaux de galop, donc préparation, mise à niveau et préparation aux examens et voire à la compétition aussi. Très bien. Et vous-même, est-ce que vous intervenez pour les cavaliers de compétition ou est-ce que vous intervenez de temps en temps dans l'enseignement? J'interviens aussi, oui, dans l'enseignement, surtout effectivement pour les perfectionnements à la compétition et mise à niveau à compétition. Donc je propose des stages pour les compétitions. Gilles, est-ce que vous pourriez me donner une phrase qui un petit peu expliquerait votre façon de voir l'équitation? Je pense qu'il y a une phrase qui retrace un petit peu mon métier et ma vie. C'est, je dirais simplement, de l'élevage à la compétition de haut niveau.